Après ce bref aperçu du système 100% monnaie, intéressons-nous à une deuxième solution possible, la monnaie intermédiaire d'échange. L'idée d'utiliser une autre monnaie, en plus de l'euro, germe chez nos amis transalpins. Le gouvernement italien voudrait utiliser des mini-bots, un bon du trésor italien, une reconnaissance de dette en sorte. Il est vrai que l'État italien a une dette envers les entreprises privées, en particulier les retards de paiement de travaux effectués par le secteur privé dans le cadre des dépenses publiques. Les entreprises privées, quant à elles, ne veulent pas payer les impôts sans être préalablement payées pour leurs services. Le mini-bot serait donc la solution à cette situation de blocage. Par le phénomène de compensation des dettes, l'État aurait pu tout simplement payer la différence entre ce qu'elle devait aux entreprises, moins que ce que les entreprises lui devaient en impôts. Voici la dette de l'État envers les entreprises, les dettes des entreprises envers l'État. Il suffisait simplement que l'État paie la différence. Alors pourquoi, dans ce cas-là, introduire ces mini-bots? Pourquoi utiliser une reconnaissance de dette sous forme de mini-bots papier au lieu de compenser les dettes des deux parties? Les mini-bots constitueraient un moyen d'échange entre l'État italien et les entreprises privées. Mais le mini-bot est-il réellement ou serait-il réellement une monnaie? Ce ne serait pas un moyen d'échange entre entreprises privées. Il ne serait pas échangeable contre d'autres monnaies. En revanche, il aurait une parité de 1 pour 1 avec l'euro, et surtout, il serait accepté pour le paiement de l'impôt. Quelles sont les fonctions de la monnaie? Elle permet d'échanger. En tant que moyen d'échange, la monnaie est un bien intermédiaire pour vendre ou acheter quelque chose. Elle permet aussi de thésauriser. En tant que réserve, la monnaie permet de stocker de la richesse. Elle permet de mesurer. En tant qu'unité de mesure, la monnaie permet de mesurer les valeurs relatives des choses et des prix. Dans le cadre européen, il est clair que la Banque centrale européenne verrait d'un très mauvais œil la mise en circulation des mini-bots italiens. La Banque centrale européenne y verrait une étape intermédiaire de sortie de l'union monétaire, même si ces reconnaissances de dette ne sont utilisées pour l'instant que pour le paiement de l'impôt. Elle pourrait exercer des pressions sur le taux d'intérêt des obligations d'État en ralentissant ou en stoppant même ces achats de dettes souveraines italiennes. Le poids de la dette deviendrait insupportable et forcerait l'État italien à rentrer dans les clous. Ce serait un véritable bras de fer entre les institutions européennes et l'État italien. De son côté, l'État italien, après introduction de ces mini-bots, aurait des leviers importants d'émancipation par rapport à l'euro. En effet, l'État pourrait décider d'élargir le champ d'action des mini-bots en matière d'échanges commerciaux entre entreprises ou entre particuliers. De plus, l'État pourrait autoriser l'échange de ce mini-bots contre des euros. Le gouvernement italien sait bien qu'il peut émettre de la dette, même s'il n'a pas le contrôle de sa monnaie. La situation économique de la France. Le 15 avril 2020, le Premier ministre Édouard Philippe annonce un plan d'urgence de 110 milliards d'euros. Les recettes sont en nette baisse. Le gouvernement anticipe une perte de 42,7 milliards d'euros de recettes fiscales. Une baisse de 12,8 milliards d'euros sur les recettes issues de l'impôt sur les sociétés. Une baisse de 9,1 milliards d'euros sur les taxes sur la valeur ajoutée. Une baisse de 4,6 milliards d'euros des recettes de l'impôt sur le revenu et une baisse de 1,5 milliard d'euros de la taxe sur les carburants. Conséquence, le déficit public devrait augmenter finalement à 9% du PIB et la dette devrait atteindre 115% du produit intérieur brut. Résumons tout ceci. Le déficit public sans la crise s'élève à 72,9 milliards d'euros. Les pertes de recettes fiscales dues à la crise sanitaire, 42,7 milliards d'euros. Les dépenses du plan d'urgence sanitaire, 110 milliards d'euros. Le déficit estimé est donc de 225,6 milliards d'euros. Comment financer ce déficit public colossal?
Par l'émission de nouvelles obligations d'État ou par la contraction de prêts européens? Solution 2, la monnaie intermédiaire d'échange, le MI français. Depuis sa création en 1934, les PME suisses utilisent un circuit monétaire parallèle, le WIR. C'est à la fois un réseau, une monnaie et une banque. Pour mieux comprendre le système monétaire WIR, imaginons 3 PME ayant un compte WIR à la banque WIR. C'est la chambre de compensation qui gère les échanges de monnaie WIR entre les entreprises. Si la PME 1 vend pour 100 WIR de marchandises à la PME 2, la chambre de compensation crédite le compte de la PME 1 de 100 WIR et débite le compte de la PME 2 de 100 WIR. La PME 2 vend pour 100 WIR de marchandises à la PME 3. La chambre de compensation crédite le compte de la PME 2 de 100 WIR et débite le compte de la PME 3 de 100 WIR. La PME 3 vend pour 100 WIR de marchandises à la PME 1. La chambre de compensation crédite le compte de la PME 3 de 100 WIR et débite le compte de la PME 1 de 100 WIR. Nous voyons que la monnaie s'échange entre entreprises dans un circuit fermé. Il s'agit d'un réseau, d'une plateforme d'échange interentreprises. Pour régler une transaction, l'acheteur n'utilise pas en totalité sa trésorerie en francs suisses. Il préfère acheter une partie en WIR par des crédits accordés par les entreprises elles-mêmes. C'est un crédit mutuel. Les PME membres du réseau s'accordent mutuellement, par des crédits interentreprises, des dettes et des créances qui sont comptabilisées en WIR par la chambre de compensation. Mais, me direz-vous, le crédit interentreprise existe déjà. Oui, mais il n'y a pas d'obligation d'attendre 30 jours pour le paiement. Celui-ci est immédiat. De plus, le prêt est mutualisé entre l'acheteur et le vendeur. Quels sont les avantages du système WIR? Offrir une ligne de crédit supplémentaire, dynamiser les échanges au sein d'un nouveau réseau, réduire le besoin de trésorerie des entreprises en francs suisses. 2 points importants, les WIR ne sont pas convertibles en une autre monnaie, et ce sont les entreprises qui décident entre elles de la part de monnaie WIR dans les échanges commerciaux. Création d'un système monétaire complémentaire français. On pourrait adapter le système de crédit mutuel suisse WIR à la française. L'État a créé une plateforme numérique d'échange interentreprises à partir d'une nouvelle monnaie interne nommée MI, monnaie intermédiaire d'échange, avec une parité de 1 pour 1 avec l'euro. Une chambre de compensation gérerait les flux de créances ou de dettes entre les entreprises en temps réel. Sous forme de prêts sans intérêt accordés par l'État en MIE, en MI, chaque entreprise serait créditée d'un certain montant de MI à échanger sur la plateforme numérique. Pour les PME ayant des problèmes de trésorerie, ce système de monnaie intermédiaire MI serait un moyen de limiter ce risque. Le paiement partiel ou total en MI permettrait de soulager la trésorerie en euros des entreprises. Cette nouvelle ligne de crédit donnerait un bol d'air crucial en temps de crise sévère. De plus, la monnaie en circulation se faisant rare, les crédits bancaires sont plus difficiles à obtenir malgré la garantie actuelle de l'État français sous ces nouveaux prêts. D'autre part, ces prêts sont soumis à intérêt dans le système bancaire commercial classique. Le prêt en MI, lui, est sans intérêt, et l'entrée dans ce nouveau système est très facile, il suffit d'être membre du réseau. Quel est le rôle de la chambre de compensation et de régulation? S'il n'y a plus assez de monnaie MI utilisable par les PME pour les transactions commerciales, il suffit que les PME contractent un nouvel emprunt en MI. Dans le cas contraire, s'il y a trop de monnaie MI par rapport aux transactions commerciales opérées, alors le remboursement des prêts en MI assèche la masse de monnaie MI en circulation. C'est l'État qui émet ces MI contre une reconnaissance de dette par la contraction de prêts sans intérêt par les PME. Ces MI ne sont qu'une écriture scripturale créditée sur le compte de la PME
par l'intermédiaire de la chambre de compensation. Qu'est-ce que le MI? C'est un moyen d'échange interentreprises avec une parité de 1 pour 1 avec l'euro. Il n'est pas échangeable contre d'autres monnaies. Cette monnaie pourrait évoluer en incluant en plus des entreprises privées, les ménages dans son utilisation. Mais surtout, cette monnaie pourrait devenir un moyen de paiement des impôts. Le système monétaire intermédiaire d'échange MI en France. On va élargir son application en tant que moyen d'échange pour les entreprises, mais aussi pour les ménages. On va considérer qu'il n'est pas échangeable contre d'autres monnaies. Il a une parité de 1 pour 1 avec l'euro, mais surtout, il est accepté pour le paiement de l'impôt. Inversons le raisonnement et considérons l'État reconnaissant une dette vis-à-vis de ses dépenses de fonctionnement. Les salaires des fonctionnaires, par exemple. L'État pourrait émettre des titres de créance en MI et payer une partie de ses dettes internes dans cette monnaie. Les fonctionnaires, par exemple, utiliseraient leur MI dans une partie de leurs dépenses. Les MI ne pouvant pas être épargnés avec intérêt, ils s'en débarrasseraient en achetant des produits payés en partie en MI ou pour régler leurs impôts. Étudions les mécanismes de fonctionnement du système monétaire MI. L'État paierait une partie du salaire des fonctionnaires en MI sous forme de reconnaissance de dette. Des prêts en MI seraient accordés sans intérêt aux PME. La monnaie MI favoriserait les échanges commerciaux interentreprises et les échanges entre les fonctionnaires et les entreprises privées. Une partie des MI reviendrait à la chambre de compensation de l'État pour le remboursement des prêts des entreprises. Les fonctionnaires paieraient une partie de leurs impôts, divers directs et indirects, en MI. Avant le système de monnaie intermédiaire d'échange, en 2018, les dépenses publiques s'élevaient à 1318,5 milliards d'euros et les recettes fiscales à 1258,9 milliards d'euros. La France avait donc un déficit public de 59,6 milliards d'euros. L'État dépense pour le fonctionnement de ses institutions publiques, mais aussi pour les dépenses liées à des achats ou des commandes à des entreprises. Une partie de cet argent est récupérée par l'impôt. À la fin du cycle, il manque 59,6 milliards d'euros pour équilibrer le budget en 2018. Que se passerait-il avec l'utilisation du système de monnaie intermédiaire d'échange? Nous avons vu tout à l'heure que les dépenses publiques de l'État en 2018 étaient de 1318,5 milliards d'euros. Les recettes fiscales, quant à elles, étaient de 1258,9 milliards d'euros. Qu'il y avait donc un déficit public de 59,6 milliards d'euros avant le passage au système MI. Changeons les dépenses publiques de l'État en introduisant dans le calcul une somme de MI, en milliards de MI, qui correspond au déficit public de l'État en 2018. Donc, pour résumer, il y aura en dépenses publiques 1258,9 milliards d'euros plus ces 59,6 milliards de MI. Les recettes fiscales de l'État, après l'utilisation de ce système, seront de 1258,9 milliards d'euros. Regardons plus précisément le fonctionnement de ce système. Les dépenses publiques de 1258,9 milliards d'euros et la monnaie MI de 59,6 milliards de MI. L'État paiera pour le fonctionnement de ses institutions publiques en euros et paiera les entreprises pour les achats ou les commandes de fournitures. Une autre partie des dépenses sera effectuée en MI pour les achats et les dépenses aux entreprises. Une autre partie sera dépensée en MI pour les frais de fonctionnement des institutions publiques. Au niveau des recettes fiscales, l'État récupérera
une somme en euros des entreprises privées et une somme en euros des ménages qui correspond à 1258,9 milliards d'euros. En fin de compte, l'État a dépensé 1258,9 milliards d'euros en euros et a obtenu en recettes fiscales 1258,9 milliards d'euros. Le budget est donc à l'équilibre. La seule différence, c'est qu'il y a 59,6 milliards de mis qui restent en circuit fermé dans les échanges commerciaux entre les entreprises et entre les ménages et les entreprises. Revenons à notre système mis, mais cette fois-ci avec la possibilité de paiement d'une partie des impôts en mis. Nous avons vu tout à l'heure que les dépenses publiques de l'État étaient de 1318,5 milliards d'euros. Les recettes fiscales de 1258,9 milliards d'euros. Regardons en détail le fonctionnement de ce système avec la possibilité de paiement partiel des impôts en mis. Pour ces dépenses, l'État injecte 1258,9 milliards d'euros plus 59,6 milliards de mis, ce qui correspondent au déficit de l'État en 2018. L'État paie une grande partie de ses dépenses de fonctionnement des institutions publiques et les commande aux entreprises en euros. Une petite partie, moins de 5% du montant des dépenses, est réglée en mis. Pour la collecte des impôts, l'État récupère les 1258,9 milliards d'euros, plus une partie de mis est mise, disons 25 milliards de mis. Il reste 34,6 milliards de mis qui restent en circuit fermé dans les échanges commerciaux. De plus, 25 milliards de mis restent eux aussi en circuit fermé pour le paiement des dépenses publiques. Conclusion. À la fin du circuit, le budget en euros est en équilibre de 1258,9 milliards d'euros. 34,6 milliards de mis de création monétaire injectée directement dans l'économie. Enfin, 25 milliards de mis en rotation entre dépenses et récupération de cet argent par l'impôt. Quels seraient les avantages de couplage de ces deux solutions, le 100% monnaie et l'introduction de la monnaie intermédiaire d'échange, dans le cadre européen? Étudions tout d'abord la solution 1, le 100% monnaie. Il y a une émission de X milliards d'euros de monnaie centrale par la BCE ou par la CEM pour couvrir les comptes de dépôt à vue et assimilés en échange de titres d'obligations d'État. Maintenant, tous les dépôts à vue sont couverts intégralement par de la monnaie. Avantage numéro 1, les comptes courants des ménages et des entreprises sont sécurisés. Deuxième avantage, il y a moins de risques de faillite bancaire. En contrepartie, les banques commerciales rétrocèdent à la BCE ou à la CEM X milliards d'euros d'obligations d'État. La BCE ou la CEM rétrocèdent ces X milliards d'euros d'obligations aux pays de l'Union. Avantage numéro 3, une grande partie de la dette des États est neutralisée. Si nous couplons, en plus de la solution 1, la solution de monnaie intermédiaire d'échange, celle-ci favorise les échanges commerciaux inter-entreprises et les échanges commerciaux entre les ménages et les entreprises. Avantage numéro 4, le MI est une ligne de crédit supplémentaire pour les PME. Enfin, elle permet une réduction des déficits publics. Quelle serait la chronologie possible des événements à venir? L'élément déclencheur, c'est la crise sanitaire du coronavirus. Première étape, chute des marchés boursiers. Bulle spéculative sur des classes d'actifs comme l'immobilier, les actions et les obligations. Taux d'endettement très élevé des entreprises et des ménages. Deuxième étape, les réponses sanitaires et financières des États,
par des aides et de la BCE, la Banque Centrale Européenne, par des quantitative easing et des plans de secours. L'Union européenne a prévu un plan de financement de 500 milliards d'euros des États pour l'octroi de prêts. Après le premier quantitative easing de 2600 milliards d'euros, la Banque Centrale Européenne lance un nouveau rachat d'obligations d'État de 1050 milliards d'euros. Enfin, l'État français débloque un plan d'urgence gouvernemental de 110 milliards d'euros. Étape numéro 3, la crise économique. Baisse de la production et du chiffre d'affaires des entreprises. Faillite probable de certaines d'entre elles, déjà fragilisées par les mouvements sociaux de 2019, ce qui conduit à un chômage de masse. Étape numéro 4, le creusement des déficits et l'endettement très sensible des États. La baisse des rentrées fiscales et la hausse des dépenses ont creusé substantiellement les déficits publics. La France, au même titre que des pays du Sud comme l'Espagne ou l'Italie, risque de voir leur taux obligataire s'envoler, malgré l'intervention probable de la Banque Centrale Européenne, et par conséquent, cela conduira à un creusement encore plus marqué de la dette publique. Étape numéro 5, la crise sociale et politique. Il se pourrait que l'État, déficit budgétaire abyssal oblige, décide des réformes de réduction des coûts, des augmentations des impôts, des baisses des allocations et des retraites. Des mouvements sociaux de grande ampleur ne sont pas à exclure. Le système politique pourrait être fragilisé. Étape numéro 6, deuxième temps de chute des marchés boursiers. Le marché boursier va anticiper la dégradation de la conjoncture économique, mais aussi le risque de défaut d'un État de la zone euro sans intervention massive de la Banque Centrale Européenne. Septième étape, la crise bancaire, la crise monétaire ou obligataire. En cas de remontée des taux obligataires, les banques commerciales peuvent essuyer des pertes colossales sur ces titres. D'autre part, les faillites d'entreprises fragilisent leur bilan, par défaut sur le remboursement des emprunts contractés. Étape suivante, réponse de la Banque Centrale Européenne, y aura-t-il un quantitative easing numéro 3? Le krach obligataire par la remontée des taux ou les pertes des banques commerciales sur les titres de dette d'entreprise pourrait obliger la Banque Centrale Européenne à une injection massive de liquidités pour renforcer les fonds propres des banques. Cela va entraîner, au meilleur des cas, une dévaluation de l'euro, ou au pire, une explosion de la monnaie européenne et de la Banque Centrale Européenne. Dernière étape, le scénario catastrophe, les faillites bancaires. En cas de déflation, les banques commerciales vont perdre de l'argent sur les titres de créance de crédit en cours des entreprises et des ménages. Avec une remontée des taux, par l'inflation ou par perte de confiance sur la dette des États, les banques commerciales perdront là aussi de l'argent par un krach obligataire. Pour éviter la faillite par insolvabilité, elles devront être sauvées par la Banque Centrale Européenne. Celle-ci pourra-t-elle prendre le risque d'une dévaluation sensible de l'euro ou de fonds propres insuffisants pour couvrir la nouvelle planification astronomique des QE3? Sans fonds propres suffisants, les États de la zone euro devront renflouer la BCE, mais le pourront-ils? Les pompiers Monemi et 100% monnaie au secours du système économique et financier. L'injection de Monemi dans le circuit économique pourrait atténuer, voire stopper la crise actuelle en favorisant les échanges commerciaux par l'octroi d'une nouvelle ligne de prêt aux entreprises en difficulté. On éviterait probablement une crise sociale et politique de grande ampleur. De plus, la monnaie émise, comme nous l'avons vu précédemment, permettrait de réduire les déficits publics. Le 100% monnaie, quant à lui, éviterait une crise bancaire en couvrant intégralement les dépôts à vue des déposants. Plus besoin de refinancement massif pour couvrir les dépôts, donc plus besoin de quantitative easing de la BCE. De plus, le risque de faillite bancaire serait très réduit. Voyons l'action du 100% monnaie
dans le cas du scénario inflationniste. En cas d'inflation, les taux obligataires augmentent. Cela conduit donc à une perte sur la valeur de ces obligations détenues. Ça peut conduire à un krach obligataire, donc des pertes bancaires et un manque de liquidité et un besoin urgent d'augmenter les réserves obligatoires de couverture des dépôts. Cela peut conduire à une insolvabilité bancaire et donc à une défaillance systémique du système bancaire. L'action du 100% monnaie dans ce contexte. Par le rachat d'obligations, d'État et d'entreprises, on pourrait neutraliser une partie de la dette. D'autre part, la couverture intégrale des dépôts bancaires éviterait le risque de bank run. Voyons maintenant les actions couplées du 100% monnaie et de la monnaie intermédiaire d'échange en cas de déflation. La première étape du scénario déflationniste, c'est une crise économique et des faillites d'entreprises, suivie d'une baisse ou de pertes sur les créances bancaires. Une réduction des prêts accordés aux entreprises, suivie d'une contraction de la masse de monnaie en circulation. S'ensuit un manque de liquidité, une insolvabilité possible des banques commerciales et une crise systémique. Quelle est l'action de la monnaie émise dans ce circuit déflationniste? Tout d'abord, la monnaie émise serait une nouvelle ligne de crédit sans intérêt accordée aux entreprises en difficulté. De plus, la monnaie émise permettrait l'augmentation de la masse de monnaie en circulation et dégèlerait les échanges commerciaux. Le 100% monnaie, quant à lui, permettrait de couvrir intégralement les dépôts bancaires. Plus de risque de bank run. Le 100% monnaie pour mettre de l'ordre dans le système bancaire. Cette course infernale aux besoins de liquidité bancaire pour sécuriser les réserves obligatoires est la cause majeure de dysfonctionnement du système. Les banques manquent de liquidité pour couvrir le ratio de réserves obligatoires. Elles n'ont pas de vision à long terme de financement des entreprises, ce n'est pas assez rentable et les risques sont très importants. Elles préfèrent spéculer à court terme sur des obligations d'État avec de faibles risques tant que les taux baissent. Le 100% en monnaie couvre intégralement les dépôts, sous deux conditions: la séparation des comptes de dépôt et d'investissement, avec une couverture contre la cession d'obligations d'État des banques commerciales. Cela pourrait permettre de recentrer les activités sur le financement des entreprises à long terme.